Allez, pour démarrer, je vais peut-être tout de suite prendre une première question que j'avais repérée sur le chat, qui était une question de Christelle Monnier. Quelles sont les limites des méthodes agiles, puisqu'on a parlé de méthodes agiles, notamment avec vous, Suzy, car certains employeurs considèrent l'agilité et la flexibilité comme la même chose, ce qui peut engendrer évidemment beaucoup de choses, des RPS et consorts. On voit bien l'idée. Tout à fait, Guy. Alors oui, effectivement, comme je le disais, les méthodes agiles font l'objet parfois d'incompréhension, ou consciente ou non, où souvent on limite l'agilité à des questions de rapidité, alors qu'il s'agit avant tout d'une question d'adaptativité dans la droite ligne du modèle Toyota avec son histoire d'amélioration continue. Donc effectivement, à mon sens, finalement c'est comme les outils numériques. Il n'y a pas de recette magique ni de limites qui sont encapsulées dans ces méthodes organisationnelles ou dans ces outils. Tout dépend de l'usage qu'on en fait, de l'interprétation qu'on en fait et des finalités au service desquelles on le met. Voilà. Donc si l'objectif est toujours la compression des coûts et du temps, il ne faut pas s'attendre à énormément de bénéfices, notamment pour les travailleurs. Et pour la question de la performance et de la productivité, ça pourrait avoir des effets à court terme, mais à moyen et à long terme, ce n'est pas en épuisant les gens et en faisant du travail de mauvaise qualité qu'on arrivera à remporter des parts de marché. Je vois une main qui se lève, n'hésitez pas. On va vous apporter un micro. Si vous voulez juste bien vous lever et vous présenter, c'est puisque nous sommes captés. Merci beaucoup. Un peu difficile. Pardon avec votre équipement. Bonjour, Marc-Éric Bobillet-Chaumont du CNAM. Merci pour cette présentation et je trouve très éclairant effectivement ces différents scénarios et puis aussi la manière dont ça a été fait, construit, pensé, en mettant en avant à la fois les potentialités, les aspects positifs, mais aussi les limites et les risques, et puis comment ça peut changer aussi nos propres approches et métiers dans le cadre de l'accompagnement de ces transformations. Moi, j'avais 4 petites remarques ou questions, mais très rapide et donc du coup c'est très rapide. Non, très rapide. Professeur. La première, c'est en fait on voit aussi que ces travails du futur conduit aussi à une invisibilisation, une individualisation du travail. Donc ça veut dire aussi comment nous capter ce travail, comment rendre compte d'un travail où le salarié n'est plus là, où on a peine à comprendre ce qu'il fait, ou lui-même a peine à comprendre ce qu'il réalise, et l'organisation ne sait pas trop ce qu'il fait, revient dans du prescrit pour induire. Donc comment s'y accompagner et reconstruire peut-être des méthodes, des approches pour capter ce travail et le mettre en discussion. Ça, c'est à mon avis un enjeu important. 2, c'est aussi, alors peut-être que c'est en filigrane de ce que vous avez évoqué, c'est l'attractivité. On n'en parle pas, mais on en vient de plus en plus. Et là, j'ai un collègue, Fabien Coutarel, qui travaille justement sur l'attractivité, rendre attractif des technologies pour rendre attractif le travail de demain. Parce que ce travail qui n'est plus attractif sur des emplois de bas niveau, comment essayer effectivement de pouvoir le rendre plus séduisant par rapport à des conditions de travail attractives ou à des technologies attractives. Et donc c'est peut-être aussi, on parlait d'acceptabilité, on parle d'explicabilité de l'IA, mais aussi une attractivité de l'IA ou des technologies, et à repenser aussi pour pouvoir aussi l'accompagner. Une troisième chose, c'est un peu ce que on vient d'évoquer un instant, c'est aussi l'aspect d'organisation agile. Et je pense qu'il y a une dérive qui se fait, puisqu'on a parlé d'organisation agile, de méthode agile. Et moi, j'ai peur, et on le voit actuellement, on arrive à des individus agiles. C'est-à-dire que c'est, encore une fois, aux individus de puiser dans leurs ressources pour pouvoir être constamment adaptables à ces évolutions constantes. C'est ça aussi, ces dérives, où on voit aussi à quoi ça peut mener. Donc comment aussi s'en prémunir ? Parce que c'est encore toujours à lui, comme on l'a vu avec le télétravail, comme on le voit avec les formes hybrides de travail, de prendre sur lui pour réorganiser, retrouver du commun, redéfinir des méthodes de travail, alors qu'avant l'organisation lui apportait. C'est maintenant à lui de redéfinir tout ça. Et c'est cette agilité, cette adaptabilité qui commence un petit peu à être épuisante, et à mon avis, dans ce qu'on présente là, qui va être encore plus sollicitante. Et puis une dernière chose, d'un point de vue un peu historique, les uns les autres, on a l'impression qu'on voit quand même. Et j'ai bien aimé que vous redisiez savoir-être et pas soft skill, quoi. C'est-à-dire qu'on est un peu dans la novlangue qui réhabilite des notions, des concepts, des approches, des modèles qu'on connaissait et qu'on voit, on essaie de toujours refaire. Alors, dans quelle mesure ce que vous évoquez là, c'est une rupture
profonde, où c'est du réhabillage, c'est du revamping, enfin voilà, du cosmétique un peu, de ces vieilles méthodes. On le voit, le management algorithmique, c'est du Fordisme, c'est du néo-taylorisme, avec des outils qui reprennent le contrôle sur un travail qui échappe à l'organisation. Eh bien, un petit peu, dans quelle mesure c'est vraiment une évolution en termes disruptifs, ou alors c'est une transition avec des étapes supplémentaires. Voilà. Merci beaucoup. Une réaction peut-être, M. Marty. Merci pour ces remarques. Moi, j'en prendrai juste la première moitié, c'est-à-dire, on a fait sur la question de la technologie et de l'attractivité, on a fait un atelier, on n'a pas trop mis en avant avec des étudiants en fin de parcours, etc. Et parmi les choses qu'on leur a demandé, on leur a soumis un peu nos profils, on leur a demandé de réagir. Puis après, on leur a demandé, c'est aussi dans le rapport, d'imaginer le futur du travail qui pourrait les angoisser et leur faire peur, par le prisme d'imaginer des scénarios pour une fausse plateforme de 2040, Netflix pour ne pas la citer. Et ce qui est ressorti, c'est, notamment dans un des scénarios, voilà, on est là, on se lève le matin, on va travailler, on fait chacun des trucs de notre côté, puis on ne se rend pas compte, on ne sait pas à quoi tout ça sert. Et donc on va chercher dans l'entreprise le patron pour qu'il nous explique. Et puis en fait, ils rentrent dans le bureau du patron, ils ouvrent la porte, et en fait, il n'y a pas de patron, le bureau est vide, etc. Et donc ça, c'est les questionnements du sens. Et aussi en réponse à la question de la technologisation, parce que la question transverse, enfin la thématique transverse qui est ressortie de cet atelier, de l'ensemble de ces jeunes-là, qui avaient quand même un peu d'expérience professionnelle déjà par des stages, c'était non pas un rejet de la technologie, mais un scepticisme sur l'émancipation dans le travail grâce à la technologie, et une forte attente au contraire d'un management et de relations au travail portées par une dimension qualitative et humaine. Oui, c'est également un élément que j'aurais voulu souligner. C'était un des faits saillants de ces ateliers avec les étudiants. De la technologie, oui, certes, mais surtout de l'humain. Et donc, pour répondre, moi, je vais essayer d'englober les 3 premières remarques. Comment capter le travail réel, comment accompagner la mise en œuvre des nouvelles technologies pour les rendre attractives ou au moins acceptables, et comment retrouver du commun face aux injonctions individualisantes en termes de responsabilité. Et ben, c'est un des leviers qui a été mis en avant, et ce ne sera pas de la novlangue basée sur des anglicismes pour une fois, c'est le dialogue professionnel et le dialogue social. Tout simplement redonner la parole aux salariés, celles qui ont été confisquées par des experts, et peut-être que justement on est mal placé aujourd'hui parce qu'on parle aussi en leur nom. Donc peut-être qu'on a toujours ce travers-là de faire appel à des experts pour imaginer le futur du travail, mais en tant que bon expert qu'on est, on s'est attaché aussi à intégrer un maximum de parties prenantes, dont ces fameux étudiants qui ont été très inspirants dans leur pragmatisme. Et ils sont très loin de l'indolence que nous, on a connue quand on était jeunes. Donc réouvrir le dialogue en entreprise et donner notamment la parole à ces jeunes qui sont aujourd'hui stigmatisés avec l'étiquette de génération Z me paraît un premier pas très constructif. Je rends à César ce qui lui appartient. J'avais la question, mais Radia Lounis nous demande pourquoi 2040 ? Pourquoi le choix ? C'est dans 17 ans. Ouais. Évidemment, c'est une question qu'on peut se poser à lire le titre. C'est toujours une question. Vous allez me dire pourquoi pas, mais, voilà. Mais encore. Quand on fait de la prospective, la question de l'horizon temporel, elle est toujours. Mais en fait, c'est une fausse question, quoi. On choisit un horizon temporel qui va nous permettre à la fois. Ça dépend à chaque fois du sujet qu'on traite. Ça doit permettre de se détacher de l'actualité, même si on voit à travers les cas qu'on est vite rattrapé par l'actualité. Et donc de pouvoir se détacher pour avoir c'est un peu comme la méthode du design fiction, il faut pouvoir se détacher un peu de l'actualité pour regarder les choses avec un regard décalé. Mais quand on est sur ces sujets-là où on parle beaucoup de technologie, quand on voit le rythme auquel les évolutions technologiques s'enchaînent, on ne peut pas non plus choisir un horizon trop lointain parce que on n'arrive plus à s'y projeter, en fait. Voilà. Et on n'arrive plus à projeter des acteurs dedans. Donc c'est toujours un compromis qui n'est jamais satisfaisant, mais en fin de compte, c'est pas ce qui est déterminant par rapport au résultat d'un exercice de prospective. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans l'amphithéâtre ? Je vois une main qui se lève. Pendant ce temps, je pose la question de Jean-Didier Verme. Quelle pourrait être la sensibilisation ou éducation à la santé-sécurité et au travail à l'école ? Ce qui interroge sur la nature des enseignements en ce sens. Il s'agit de faire réfléchir avec le sens critique sur ce qu'est le travail.
Qui souhaite répondre? Monsieur Delcroix peut-être, non? Je vous regarde, mais bon, c'est tombé sur vous, allez. En fait, non, pas forcément. Mais... J'aurais tendance à renvoyer cette question à nos collègues de l'INRS de la formation qui effectuent déjà ce travail-là en formation initiale, qui ont développé et déployé des modules et qui s'adressent à des étudiants de tout niveau, que ce soit du bac, plutôt des filières professionnelles ou des études supérieures en école de commerce ou en ingénierie, et qui tentent de sensibiliser tous ces jeunes et futurs travailleurs à ce à quoi ils seront confrontés à l'avenir. Et ça tombe bien puisque ce sont les travailleurs de 2040. Donc, 2040, tout à fait. Le Marc travail est Malenfer. déjà fait. Merci. Pour compléter, Marc Malenfer. Ça doit... Cette question renvoie en fait au sujet d'un exercice de prospective que les gens pourront trouver sur le site web de l'INRS qu'on a conduit il y a quelques années sur justement ces questionnements sur quelle formation à la santé et sécurité au travail. Je crois que l'horizon était de 2030. Pourquoi? Oh, pardon. Pardon. La vraie question quoi, sur ce sujet, c'est est-ce qu'il faut intégrer les enseignements en santé et sécurité dans des enseignements métiers et donc faire en sorte je sais pas, un pâtissier, un plombier, etc., connaissent bien les risques professionnels juste de son métier, ou plus global. Ou est-ce qu'il faut avoir une approche plus transverse? Et quand on voit l'évolution des trajectoires professionnelles, on voit des gens qui changent de profession, on se dit qu'il faut d'une part intégrer sans doute des enseignements en santé et sécurité au travail, que ce soit plus des enseignements, on va dire, de culture, de background, et suffisamment tôt que le travailleur pourra emporter avec lui tout au long de sa carrière. Ce qui ne dispensera pas à chacune de ces nouvelles expériences professionnelles d'être formé aux questions de sécurité associées au métier qu'il va pratiquer. Merci. Il nous reste 3-4 minutes puisqu'on a encore un programme assez chargé. Madame... Alors peut-être Magali Caillon. Donc juste vous lever si vous voulez bien et vous présenter. Donc Magali Caillon et je suis de la Caisse centrale de la MSA. Merci. Voilà, je me rassois. Excusez-moi. Le principe, c'est de vous rester debout pour qu'on puisse vous filmer pendant que vous posez la question. Pardon. Alors, aussi sur l'enseignement, ça pose la question aussi des managers. C'est vrai qu'on a en France quand même cette qualité aussi à travailler en ergonomie sur l'activité réelle, le travail prescrit, le travail réel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même... je pense, absent des référentiels de formation, parce que c'est là que ça passe, en fait. C'est comment on peut aussi agir sur les référentiels de formation, sur les futurs managers, justement, pour que ce travail réel soit quelque chose objectivable par des managers et qu'ils en tiennent compte dans leur activité professionnelle future. Et l'autre remarque que j'avais à faire, c'est en tant que préventeur d'institution, je pense qu'aujourd'hui, on est des travailleurs comme les autres, nous sommes des travailleurs comme les autres, soumis aussi à des indicateurs, à du chiffre, à beaucoup d'indicateurs à relever, des difficultés aussi à intégrer de nouveaux collaborateurs avec le télétravail, on en parlait aussi. Il y a plein de choses qui s'adressent à nous. Comment, en tant que préventeur aussi, on peut expérimenter aussi des modes d'organisation ou des modes aussi de management différents qui sont aussi des ressources pour accompagner les entreprises, parce que je pense qu'avant tout, le fait d'être en santé aussi dans notre travail, d'être en capacité de proposer, en capacité d'agir, sont des ressources utiles pour accompagner les entreprises de demain. Pour montrer l'exemple, tout simplement. Merci. La question des référentiels, peut-être aussi. Alors, oui, en matière... Même s'ils ont déjà beaucoup évolué en 15 ans. En matière de management, des initiatives existent aussi en direction des futurs managers sur les questions de santé et sécurité en formation initiale. Donc, c'est déjà un point important à souligner. Sur la question des préventeurs, rapidement aussi, on ne souhaitait pas faire un exercice auto-centré, entre guillemets, sur l'évolution de nos propres façons de travailler dans nos institutions, etc. Il n'est pas exclusif. Ce qui n'empêche qu'on a évoqué effectivement dans notre exercice de prospective la question de l'évolution des compétences et des habiletés des préventeurs à s'organiser aussi dans un monde de prévention, là aussi de plus en plus protéiforme, avec une multiplicité potentielle d'acteurs à différents niveaux, en
en mélangeant ou en mêlant les préventeurs, dont c'est l'activité principale sur le plan professionnel, et puis des préventeurs qui sont des acteurs des entreprises qui ont à un moment donné une fonction de prévention dans leur réel de travail. Voilà. Donc on n'a pas pensé cette prospective spécifiquement pour l'évolution de nos propres institutions, mais elles sont présentes à travers différents points qui ont été abordés. Comme dernière question, je vous livre celle de Florence Varandas. Bien sûr, on pourra discuter encore, poser des questions lors de la pause, et toutes les questions du chat trouveront réponse. Nous avons une équipe de modérateurs, ne vous inquiétez surtout pas. Quel levier intégrer pour mobiliser la direction aux côtés des préventeurs à partir de ce travail de prospective, mesdames, messieurs? On pourrait en faire un long débat, mais peut-être une ou deux pistes de réponse. Et là, on se regarde. Marc Malenfer, vous êtes le chef d'équipe, s'il vous plaît. C'est un petit peu difficile pour moi de répondre à cette question, dans la mesure où je travaille à l'IRES, qui est plutôt du côté des organisations syndicales. Tout à fait, mais je dirais qu'on a quand même... Alors, on a quand même un problème spécifique, c'est lié à la formation des managers en France. Les études comparatives internationales nous montrent qu'on a quand même en France un système de management, un système de formation des élites où la question de la technique est survalorisée par rapport à la question de l'humain, à la question de l'intelligence individuelle et collective des salariés. On considère souvent qu'un bon système va régler les problèmes, alors que en fait, il faut quand même compter aussi sur les connaissances explicites et implicites des travailleuses et des travailleurs. Et du coup, on a des systèmes de management qui sont particulièrement verticaux. Les enquêtes européennes montrent par exemple que c'est en France, nous sommes un des pays où les salariés sont les moins associés aux décisions qui concernent l'organisation de leur travail. Donc je dirais... il faut que le management, le top management en particulier, prenne conscience de ce retard, de ce décalage important dans les modes de management à la française par rapport aux pays, par rapport à la moyenne européenne. On est bien en dessous de la moyenne européenne. Ce n'est pas seulement quand on se compare aux pays scandinaves et à l'Allemagne qui sont souvent pris en exemple dans les politiques publiques. Et donc il y a vraiment un effort de mise à niveau, je dirais, en termes... de dialogue social, de dialogue professionnel et d'association des salariés aux décisions. Et là, je pense que pour l'instant, c'est une question qu'on a du mal à discuter frontalement dans le débat public en France, où on est effectivement beaucoup plus dans la stigmatisation des jeunes qui ne veulent plus travailler ou des générations Y, Z, etc. Donc voilà, je crois qu'on est obligé aujourd'hui de se poser vraiment ces questions-là. De nouvelles formes de partage du pouvoir de décision sur l'organisation du travail. Alors, est-ce qu'on peut discuter de ça aujourd'hui dans le dialogue social en France? C'est pas évident, mais je pense que c'est une des conclusions qu'amène cet exercice de prospective. On ouvre la porte à un débat sympathique. Merci à vous, merci pour vos contributions. On peut en effet vous applaudir. Bravo pour ce très beau travail.